Je vous présente Monsieur Philippe Gauthier, qui est le juge commissaire désigné par le tribunal de commerce de Liège dans le cadre de cette faillite. À sa gauche, c'est maître Isabelle Guillemard, qui est curateur à mes côtés. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est merci. Merci de vous être déplacé en nombre malgré les conditions climatiques qui sont extrêmement pénibles. 2, merci de vous être déplacé en nombre pour écouter les informations que j'ai à vous donner et qui seront à mon avis extrêmement importantes et qui vont répondre, à mon sens, à bon nombre de questions que vous vous posez. Le contexte est évidemment particulièrement pénible pour vous. C'est une situation qui est très difficile à vivre pour chacun d'entre vous. On en est bien conscient. Je sais que bon nombre de personnes ont essayé de contacter mon cabinet, d'entrer en contact avec les curateurs depuis le prononcé de la faillite lundi. Matériellement, il est difficile de répondre à tous les clients qui téléphonent et il est difficile, dans un bref laps de temps, puisque ça ne fait qu'une semaine que la faillite a été prononcée, de répondre à tous les courriers qui nous sont adressés. Et donc, nous avons rapidement pris la décision d'organiser cette séance d'information pour essayer de vous éclairer au mieux sur la situation actuelle de la société, sur votre situation actuelle, sur les conséquences que ça va avoir. Et j'envisagerai bien évidemment dans le courant de l'exposé les différents cas de figure, puisque vous n'êtes pas tous dans la même situation. Certaines personnes ont déjà avancé dans le cadre du règlement des problèmes qu'ils rencontrent, d'autres sont beaucoup moins loin. Donc je reprendrai les cas de chaque client, les différents cas de figure au cours de l'exposé. Alors, l'objectif de la réunion n'est certainement pas de répondre à chaque client quant à sa situation précise et particulière. Vous vous rendez bien compte que c'est impossible matériellement. Donc la première chose que je vais faire, c'est vous exposer un certain nombre de principes qui régissent les faillites et je vais essayer de vulgariser au maximum les explications qu'on peut vous donner lorsqu'une société est déclarée en faillite pour décrire la situation. Et puis je vous expliquerai comment vous pouvez remplir le formulaire de déclaration de créance que vous avez théoriquement tous reçu. Si ce n'était pas le cas, il y a encore des formulaires qui sont à disposition. Mes secrétaires se chargeront de vous les remettre. Et puis j'essaierai de vous expliquer également la suite de la procédure de faillite pour que vous puissiez y voir un peu plus clair en sortant d'ici. Nous aurons probablement encore une petite heure, puisqu'il faut que nous clôturions la réunion à 20 h. De toute façon, vu la neige qui continue à tomber, je pense que nous n'avons pas intérêt à nous éterniser. Donc nous organiserons une séance de questions-réponses en vue d'essayer de répondre à toutes les questions. Je précise bien d'ordre général, j'insiste, parce que je ne pourrai pas répondre au cas particulier de chaque personne. Donc des questions d'ordre général qui n'auraient pas été évoquées dans le cadre de mon exposé. Je tiens à vous préciser qu'il était théoriquement prévu que, initialement 3 membres, ensuite un membre de l'AQAP soit présent. Ils m'ont fait faux bond il y a très exactement 3/4 d'heure. J'en suis bien désolé, mais je verrai avec eux les possibilités qu'il y aura, soit peut-être d'organiser une deuxième séance d'information encore un peu plus pratique par rapport à tout ce qui touche l'AQAP de près, soit à tout le moins de vous donner une information la plus précise possible par rapport aux formalités que vous aurez à remplir. Je tiens également à vous préciser dès à présent qu'un large résumé de la réunion de ce soir sera mis en ligne sur le site internet de mon cabinet. Vous pourrez également avoir l'adresse exacte du site internet. Donc c'est le cabinet Muraille et Boden. Si vous tapez sur Google, vous tomberez de toute façon sur le site. Et sur la première page, vous aurez un onglet qui reprendra le résumé de tout ce qui s'est dit ici. Donc vous aurez tout à fait la possibilité d'aller peut-être revoir ce que vous n'aurez pas tout à fait compris, ce qui vous aura échappé. Et nous essayerons d'alimenter régulièrement cette base de données pour fournir un maximum d'informations à tous les créanciers, étant entendu que je pense que si le créancier peut faire lui-même la démarche d'aller chercher les informations, ça simplifie la lourdeur administrative et la gestion de la faillite. Alors, première chose pour que vous compreniez un petit peu la situation actuelle, la société a été déclarée en faillite. La faillite d'une société, c'est en quelque sorte la mort de cette société. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune activité, on arrête toutes les activités. Le tribunal de commerce prononce la faillite d'une société qui est en état de cessation de paiement et d'ébranlement de crédit. Une notion très abstraite, mais en clair, la société ne peut plus payer ses créanciers de façon durable et la société ne peut plus bénéficier d'aucun crédit.
C'est ce qui s'est passé avec la société Wheezy. Et donc, le premier intervenant, c'était le tribunal de commerce de Liège, qui a examiné le dossier et qui a prononcé la faillite de cette société. Lorsqu'une faillite est prononcée, le tribunal désigne un juge-commissaire. M. Philippe Gauthier, qui est ici présent et qui assiste à cette réunion. Le juge-commissaire est un magistrat qui fait partie du tribunal de commerce et qui est désigné par celui-ci pour surveiller plus spécifiquement cette faillite et les opérations de gestion du curateur. Donc, le juge-commissaire surveille le travail du curateur, le juge-commissaire donne des autorisations au curateur, le juge-commissaire est vraiment là pour veiller que tout se passe bien et dans les règles légales. Le tribunal a également désigné 2 curateurs, donc moi-même et Maître Biémard. Le curateur est un peu la personne centrale en cas de faillite, c'est lui qui est chargé de gérer tous les aspects de la société. Qu'est-ce que ça signifie dans le détail? Et le curateur, il va d'abord vérifier qui sont les créanciers. Pour ce faire, vous avez reçu un formulaire de déclaration de créance que je vous ai invité à remplir. J'y reviendrai de façon plus détaillée tout à l'heure. Donc le curateur va essayer d'avoir une idée tout à fait précise du passif de la société et les créanciers vont devoir faire une démarche individuelle, donc rentrer un formulaire de déclaration de créance. Le curateur va également réaliser une situation via un inventaire de la situation active de la société. Donc la situation active, c'est tous les avoirs de la société. Ça peut être des liquidités, ça peut être un immeuble, ça peut être des véhicules, ça peut être du matériel d'exploitation, ça peut être du mobilier de bureau. Tout ça fait partie de l'actif et le curateur est chargé de vendre cet actif, de réaliser cet actif pour avoir une masse d'argent qui sera à distribuer aux créanciers à l'issue de la faillite. Vous avez également comme intervenant dans le cadre de la faillite le parquet du procureur du roi. Le parquet est à l'audience et donne un avis quand une société doit être mise en faillite, mais le parquet ouvre surtout un dossier d'information pénale dès qu'une faillite est prononcée. Donc, d'office, lorsque la faillite est prononcée, un dossier est ouvert au parquet et le substitut en charge du dossier va investiguer, va rechercher s'il existe ou non des infractions pénales à charge des personnes qui ont été chargées de la gestion de la société. Donc ce dossier-là a d'ores et déjà été ouvert aussi et est déjà en route. Donc au niveau des intervenants dans le cadre de la faillite, je crois que j'ai fait plus ou moins le tour. Ici, vous avez reçu le formulaire de déclaration de créance qui est évidemment un document extrêmement important et que vous allez devoir remplir. Vous avez dans ce formulaire les coordonnées de la société faillie et l'identité des curateurs qui est déjà reprise. Vous constaterez, je vais vous empresser de sortir tous les formulaires, je vous explique comment les remplir, vous n'êtes pas obligé de tous les remplir aujourd'hui. Je pense que de toute façon, vous aurez des calculs à faire par rapport au montant de votre préjudice, donc écoutez-moi d'abord et de toute façon, vous aurez encore des explications sur notre site qui seront en ligne demain soir ou plus tard. Donc ce document-là est un document extrêmement important, puisque c'est le document via lequel vous allez réclamer les montants qui vous sont dus, c'est-à-dire en ce qui vous concerne le montant de votre préjudice. C'est un document dans lequel vous devrez mentionner toutes vos coordonnées, nom, prénom, adresse. Je pense que vous pouvez également, en tout cas dans le cas de cette faillite, utilement ajouter un numéro de téléphone auquel on peut vous contacter, parce que s'il y a des problèmes par rapport au montant que vous avez déclaré, ce sera peut-être plus simple qu'on vous contacte par téléphone que de travailler par écrit. Donc vous pouvez utilement, même si ce n'est pas prévu dans le formulaire, ajouter votre numéro de téléphone. Vous avez également le compte bancaire sur lequel l'argent qui pourrait éventuellement vous revenir en cas de faillite doit être renseigné. Donc je vous invite aussi à bien préciser le numéro de compte bancaire. Et puis vous allez, ça c'est là que les choses se compliquent un peu, vous allez devoir préciser dans ce formulaire de déclaration de créance les montants qui vous sont dus. Alors vous avez des termes qui ne veulent absolument rien dire pour les profanes que vous êtes, puisqu'il est mis créance admise au passif privilégié ou au passif chirographaire. Qu'est-ce que le passif privilégié? Qu'est-ce que le passif chirographaire? Il faut savoir qu'une fois que le curateur a réalisé l'actif d'une faillite, il doit répartir cet actif entre tous les créanciers. Mais tous les créanciers ne sont pas sur pied d'égalité. Il y a des privilèges qui sont prévus par la loi et donc certains créanciers ont le droit d'être payés avant d'autres. Les créanciers privilégiés principaux sont la banque, si elle a un gage au fonds de commerce, sont les travailleurs, sont l'ONSS, sont la TVA, sont les contributions,
éventuellement le bailleur. Dans votre cas de figure, malheureusement, vous ne disposez pas de privilèges particuliers pour faire valoir vos droits. Vous êtes donc ce qu'on appelle un créancier chirographaire. Chirographaire signifie que vous n'avez pas de privilèges à faire valoir. Il faut savoir que vous n'êtes pas les seuls créanciers chirographaires. Tous les fournisseurs de la société sont des créanciers chirographaires. Il y a beaucoup de créanciers chirographaires aussi. Donc il est bien utile de préciser que la créance que vous allez réclamer dans le cadre de cette faillite est une créance chirographaire. Au niveau du préjudice que vous subissez et ou que vous allez subir, je reviendrai de façon plus détaillée pour vous expliquer comment le calculer quand je vais examiner les différents cas de figure qui se présentent à nous, puisque tous les clients ne sont absolument pas dans la même situation. Vous avez des clients qui ont déjà eu leur panneau placé, vous avez des clients qui n'ont pas encore eu leur panneau placé. Donc il y a différents cas de figure que je vais envisager maintenant. Le premier cas de figure, c'est le plus simple. C'est les clients dont les panneaux ont déjà été placés et qui ont déjà bénéficié du contrat qu'ils avaient signé avec la société et qui, à un moment donné, se sont vus interpellés par la société pour récupérer leur certificat vert. Vous avez en effet conclu avec la société faillie un contrat qui était intitulé contrat cadre, au terme duquel vous achetiez pour un montant X un nombre X de panneaux photovoltaïques, avec l'engagement de la société de vous rétrocéder un versement mensuel qui était en général destiné à couvrir, en tout cas une partie de la mensualité du prêt que vous aviez contracté. Donc, un contrat qui est signé, une mensualité qui devait être versée par la société, vous, une mensualité que vous deviez payer en remboursement du prêt, et les fameux certificats verts dont vous deviez bénéficier, qui étaient cédés à la société Wheezy en échange de la somme d'argent qu'il vous donnait. C'est le fameux système qu'elle a appelé à tort win-win. Donc, vous aviez avec la société un contrat cadre. À un moment, ça dépend des clients, les cas de figure ne sont pas tous identiques, mais à un moment, je pense que les premiers courriers ont dû être envoyés au mois d'octobre, si je ne m'abuse. La société, connaissant des difficultés financières, s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus assumer le remboursement des mensualités promises aux clients. Qu'est-ce que la société a décidé de faire à ce moment-là? C'est, en vue de limiter la casse pour les clients, de proposer une résiliation du contrat cadre et de dire aux clients « Je ne suis plus en mesure de vous rembourser les mensualités que j'avais pourtant promis de vous verser, mais par contre, pour limiter les dégâts, je peux vous proposer de vous restituer tous les certificats verts, ce qui vous permettra à tout le moins de toucher des montants qui couvriront certainement pas la totalité du montant que moi, Société Wheezy, j'aurais dû vous verser, mais qui couvriront en tout cas une partie de ce montant-là. » Alors, il y a un nombre très important de clients, je pense qu'il y en a plus de 500, qui ont déjà notifié la résiliation du contrat, donc qui ont dit à la société Wheezy, « Ok, je ne veux plus qu'on applique le contrat et en échange, vous me restituez mes certificats verts. » Ces dossiers-là ont été introduits à l'AQAP, donc tous les clients qui ont notifié leur volonté de résilier la convention avant la faillite, les dossiers ont été introduits à l'AQAP, mais l'AQAP avait bloqué le traitement des dossiers dans la mesure où il y a eu des saisies sur les certificats verts de la société. Je peux vous annoncer qu'au jour d'aujourd'hui, la situation est débloquée, que l'AQAP va traiter vos dossiers dans les meilleurs délais, et que donc vous allez, si vous avez renvoyé ces courriers-là, bénéficier des certificats verts. Alors, à partir de quelle date allez-vous me dire? Eh bien, vous allez bénéficier des certificats verts à partir de la date où vous avez notifié votre volonté de rompre le contrat. Donc, si vous avez envoyé vos courriers en décembre, eh bien, tous les certificats verts promérités à partir de décembre vous reviendront. Maintenant, il y a une période de régularisation et je suis bien conscient que vous êtes encore en train de rembourser des crédits, que pour le moment, vous n'avez rien touché de ces certificats verts, mais il résulte des discussions que j'ai eues avec l'AQAP que ces certificats verts vous seront acquis dès le moment où vous avez envoyé votre résiliation. Donc ça, c'est pour les clients qui ont déjà fait cette démarche. Alors, au niveau du traitement des dossiers, je suis vraiment désolé que les responsables de l'AQAP ne se soient pas présentés, mais au niveau du traitement des dossiers, l'AQAP m'a dit faire au plus vite, mais la régularisation interviendra dans un délai maximum de 2 mois. Ce sera peut-être 3 jours, ce sera peut-être 5 jours, ça dépendra des dossiers. Je me rends bien compte que le délai est très très long,
et là, ça ne dépend absolument pas de moi, c'est des procédures administratives. Donc l'AQAP vous recontactera personnellement, vous enverra un courrier, vous confirmera que tout est en ordre et calculera, d'après le relevé du compteur que vous avez fait au moment de la résiliation, calculera les certificats verts promérités. Donc vous recevrez un montant relativement important à un moment X qui régularisera toute la situation antérieure. Ça, c'est pour les clients qui ont déjà résilié les contrats. La deuxième situation, c'est les clients dont l'installation a été placée, qui ont reçu ce courrier de la société, mais qui n'ont pas souhaité résilier les conventions, le contrat cadre qui est lié à la société, dans la mesure où cette situation était bien évidemment moins avantageuse que la situation où la société continuait à verser les mensualités qu'elle s'était engagée à verser. Donc je peux parfaitement comprendre que devant le flou artistique total présenté par la société, on ait pu à ce moment-là se dire je ne vais peut-être pas aller trop vite pour résilier le contrat et donc je vais attendre. Pour ces gens-là, dans l'article 13 du contrat cadre, il est prévu qu'en cas de faillite de la société Wheezy, le contrat est d'office résilié. Nous avons décidé de faire application de cette clause pour tous les clients qui sont concernés et qui n'ont pas encore demandé la résiliation, et ce, à dater du jour du prononcé du jugement déclaratif de faillite, soit le 4 mars. En clair, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tous les gens qui ont leurs panneaux qui sont installés, mais qui n'avaient pas encore résilié le contrat, vont voir le contrat d'office résilié en raison de la faillite de la société à la date du 4 mars. Les conséquences pratiques, c'est qu'à la date du 4 mars, ces clients-là vont retomber sur le même système que les clients précédents, c'est-à-dire qu'ils vont bénéficier des certificats verts générés par leur installation à dater du 4 mars. Donc, pour l'avenir, vous bénéficierez des certificats verts. Pour le passé, malheureusement, ce n'est pas possible. Alors vous allez me demander, bien évidemment, et c'est une question importante, comment dois-je faire pour faire valoir mon droit au certificat vert à dater du 4 mars? Eh bien, suite à un arrangement pris avec l'AQAP, la curatelle va adresser, demain je l'espère, j'attends le listing, la curatelle va adresser un courrier de résiliation globale de tous ces contrats-là à l'AQAP avec en annexe l'identité de tous les clients concernés. Donc il n'y a aucune démarche à entreprendre de la part de tous les clients qui sont dans le cas, et je pense qu'il y en a encore au moins 400-500. Tous ces clients-là verront d'office le contrat résilié et vont retrouver le droit de bénéficier des certificats verts. Il est évident que, sur base du prix du certificat vert actuel, 65 €, le montant qu'ils promériteront suite à cette rupture sera, dans la grande majorité des cas, moins élevé que le montant qui aurait dû être versé par la société Wheezy. Mais c'est de toute façon la seule solution qu'il y a pour limiter le préjudice de tous ces clients-là. Parce que si on ne fait pas de résiliation et qu'on continue à appliquer le contrat, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une situation totalement inacceptable où la société ne pourra pas payer les mensualités et où les certificats verts devraient continuer à être versés à la société. Donc, il me semble évident que dans l'intérêt de tous les créanciers, c'était la seule possibilité, de tous les créanciers qui n'aient pas encore notifié la résiliation, c'était la seule possibilité pour limiter au maximum leur préjudice. Avec ça, on couvre déjà un pourcentage très important des clients. Reste le cas des clients dont l'installation a été placée, mais qui n'a pas encore fait l'objet d'une agréation. Dans ce cas de figure-là, les dossiers de ces clients sont toujours instruits au niveau des GRD, les gestionnaires de réseau de distribution, et le dossier sera immédiatement ouvert au nom du client auprès de l'AQAP. Donc, c'est un compte qui sera ouvert au nom du client, et ce client-là, dès obtention de l'agréation par l'AQAP, bénéficiera de tous les certificats verts générés par l'installation qu'ils ont acheté. Reste alors le cas de figure des clients qui ont totalement payé une installation qui n'a pas encore été placée. J'ai appris tout à l'heure qu'il y avait des situations où les travaux avaient été entamés puisque certains clients se sont retrouvés avec des toits qui étaient bâchés et avec des travaux à l'arrêt. Pour ces clients-là, bien évidemment, la solution actuellement elle n'existe pas. La seule possibilité, je dis bien en l'état actuel des choses, la seule possibilité pour le moment, c'est d'adresser une déclaration de créance en réclamant l'intégralité du préjudice,
l'intégralité du préjudice étant bien évidemment le montant qui a été versé à la société faillie pour obtenir l'installation photovoltaïque. Je ne peux, en l'état actuel des choses, après 8 jours de curatelle, absolument pas vous donner d'autres renseignements et d'autres informations précises par rapport aux clients qui sont dans cette situation-là. Nous cherchons des solutions, nous examinons des pistes et nous cherchons des solutions pour arriver à une solution qui serait beaucoup plus acceptable pour ces 240 clients. Je ne peux pas, après 8 jours, vous en dire plus, mais le dossier n'est pas au point mort et le dossier pourrait évoluer. Il est évident que si c'est le cas, vous en serez rapidement informé, mais il faut rechercher des solutions pour essayer de pallier à ces situations bien dramatiques. Alors, des questions qui ont souvent été posées aussi par rapport à cette situation, c'est le problème des garanties. Là, malheureusement, en raison de la faillite de la société n'est pas en mesure d'assumer les garanties qui étaient prévues dans le contrat. Donc ça signifie que si il y a un problème avec votre installation, les garanties, elles existent toujours, mais si vous exercez une garantie contre une société qui n'a plus rien, malheureusement, vous ne pourrez pas obtenir quoi que ce soit de cette société. Donc, au niveau des garanties, elles continuent d'exister, mais elles perdent leur efficacité en raison de la faillite. Il y a peut-être un petit bémol, mais là, je ne vais pas rentrer dans des considérations juridiques trop complexes. Il y a peut-être un petit bémol en cas de vice des panneaux, puisqu'il est possible dans ce cas de figure-là, mais c'est une matière qui est relativement complexe, et là, je peux vous inviter à consulter un avocat. Mais si vos panneaux étaient viciés en eux-mêmes, si c'est un problème de qualité du panneau, il y a peut-être une action directe qui sera exercée contre le fabricant du panneau. Par contre, pour les problèmes de placement proprement dit, là, la société ne peut malheureusement plus assumer ses responsabilités compte tenu de la situation de faillite. Donc là, il n'y a rien à faire. Alors, au niveau des autres actions éventuelles que vous pourriez entreprendre à titre individuel, je pense déjà qu'un certain nombre d'entre vous ont fait choix d'un conseil. Là, je peux que vous renvoyer vers vos avocats respectifs. Il y a peut-être aussi des questions analysées au niveau des crédits, mais ça n'est pas à la curatelle d'examiner ce genre de problématique. C'est plutôt une problématique individuelle d'un créancier bien identifié. La curatelle représente l'ensemble des créanciers et essaye de trouver des solutions pour l'ensemble des créanciers. Je pense qu'on a déjà avancé par rapport aux 2 premiers cas de figure que j'ai évoqués. En tout cas, on a essayé d'agir le plus vite possible pour limiter au maximum le préjudice de ces personnes-là. Je pense qu'il était impossible de toute façon rapidement de faire plus. Les dossiers vont évoluer au sein de l'AQAP. Alors, encore une fois, je suis vraiment désolé qu'aucun représentant de l'AQAP ne soit là. C'était prévu jusqu'à une demi-heure avant la réunion, parce que vous avez peut-être des questions un peu plus techniques que vous souhaiteriez poser. Je peux toutefois vous préciser pour les clients qui bénéficient de la résiliation en raison de la faillite qu'il n'y a donc aucune démarche qui est à effectuer individuellement auprès de l'AQAP. C'est l'AQAP qui vous contactera sur base de la liste qu'on va leur envoyer. Et au niveau du compteur, allez-vous me dire, eh bien, l'AQAP dispose de logiciels très performants qui leur permettent d'évaluer de façon très précise, jour par jour, à combien doit s'élever votre compteur. Et donc, pour éviter de nouveau toutes ces lourdeurs et pour vous éviter de devoir renvoyer l'index de votre compteur, eh bien, l'AQAP calculera elle-même le compteur au jour de la faillite, soit au jour du 4 mars, ce qui simplifie encore un petit peu les choses aussi. Que puis-je encore vous dire? Au niveau du formulaire de déclaration de créance, pas mal de questions ont déjà été posées concernant l'évaluation du préjudice. Alors, il y a un préjudice qui est certain, c'est le montant des mensualités qui ne vous ont pas été versées par la société Wheezy. Ce préjudice est relativement facile à calculer. Il y a un second préjudice qui est un peu plus délicat à calculer. Vous verrez que sur le site internet, dans le cadre de la contribution écrite qui reprend un petit peu tout ce qui vous aurait été exposé,
vous trouverez un exemple de calcul pour que vous puissiez un peu voir comment on peut calculer le préjudice. Mais il y a un deuxième préjudice qui est le préjudice lié au fait que vous allez percevoir non pas le montant que la société s'était engagée à verser jusqu'à la fin du contrat, mais que vous allez finalement percevoir le montant des certificats verts. Ce montant sera, selon toute vraisemblance, dans 90% des cas, inférieur au montant que la société s'était engagée à vous verser. Donc, le préjudice que vous allez subir est constitué finalement de la différence entre ce que la société vous aurait versé jusqu'à la fin du contrat et ce que vous allez percevoir en représentation des certificats verts jusqu'à la fin du contrat. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Manifestement, oui. Ah bon, s'il y a des problèmes pour remplir des déclarations de créances, il est évident qu'on peut toujours envoyer un courrier. Maintenant, il est impossible de remplir individuellement avec chacun d'entre vous les déclarations de créances. J'aimerais bien le faire, mais c'est matériellement impossible. Il y a 13 ou 1400 clients, donc s'il faut prendre un quart d'heure, 20 minutes par personne, vous vous rendez compte, il y en a pour 6 mois rien que pour remplir les déclarations de créances, c'est matériellement impossible. Mais si vraiment il y a des gens qui ont des difficultés, vous pouvez toujours essayer de venir voir sur la base de données qui est sur le site, ou vraiment, s'il y a vraiment des gros problèmes, essayez de donner un coup de fil. Vous pouvez aussi vous diriger vers des avocats. Ça sert aussi à ça dans ce cas de figure, les avocats, et je pense que ça pourra peut-être aussi sérieusement simplifier votre tâche, vous demander un conseil, vous expliquer votre situation, vous expliquer la façon dont vous avez dit de calculer le préjudice, et on pourra vous aider pour calculer tout ça. Alors, vos déclarations de créances. Ces documents-là doivent, théoriquement, et c'est ce qu'il est précisé dans le courrier qui vous a été adressé jeudi, j'espère que tout le monde l'a reçu, si ce n'était pas le cas, vous pouvez en tout cas venir chercher un formulaire de déclaration de créance ici. Donc, il était précisé que ce document doit être renvoyé au greffe du tribunal de commerce de Liège dans les 30 jours du prononcé de la faillite. Ça veut dire qu'il y a un délai qui expire le 4 avril pour renvoyer le formulaire de déclaration de créance. Si vous ne l'avez pas fait dans ce délai-là, pas de panique. Il y a, dans le jugement déclaratif de faillite, une première date qui est fixée, qui est le 18 avril de mémoire, qui est la date à laquelle les curateurs vont devoir déposer le premier procès-verbal de vérification des créances. C'est donc un document dans lequel toutes les créances qui auront été renvoyées au greffe du tribunal de commerce ou à mon cabinet, j'insiste, ça doit être renvoyé en original, toutes les créances vont être consignées dans un procès-verbal de vérification des créances. Je vous précise aussi que vous avez tout à fait la possibilité d'accéder à ces documents au dossier de la faillite que vous pouvez consulter en tant que créancier au greffe. Donc les créances vont être prises dans ce document. Il existe 3 possibilités pour les curateurs. La première, c'est l'acceptation pure et simple de la déclaration de créance. Ça veut dire que le montant que vous réclamez est accepté et il est pris en considération. La deuxième possibilité, c'est de réserver cette déclaration de créance. Il est possible, compte tenu des difficultés de calcul qui vont inévitablement se présenter, il est possible que certaines créances vont nous sembler peut-être trop élevées ou que la méthode de calcul va peut-être sembler inadéquate et qu'il faudra en tout cas investiguer un peu plus par rapport à ce qui a été réclamé par le créancier. Dans ce cas-là, la créance est réservée. Ce n'est pas grave, elle est en quelque sorte mise sur le côté dans le PV, on va continuer à examiner cette créance et soit on l'acceptera in fine telle qu'elle, soit si le créancier s'est trompé, si le créancier confirme qu'elle doit être acceptée à un autre montant, il y a une procédure pour l'accepter à cet autre montant. On va peut-être recevoir également des déclarations de créance qui ne seront absolument pas exactes et qui ne tiendront absolument pas compte des principes qui ont été évoqués. Si c'est le cas, le curateur peut contester la déclaration de créance. Je ne vous cache pas que ce n'est absolument pas mon intention, que c'est encore une charge de travail supplémentaire. Donc, ce n'est vraiment pas l'intention de la curature de commencer à contester les déclarations de créance. Mais s'il y a des montants qui semblent totalement farfelus et que le créancier maintient sa réclamation, dans ce cas-là, il y a une contestation de la créance et c'est alors le tribunal qui devra examiner la déclaration de créance, le montant déclaré, qui devra trancher pour fixer de façon définitive la créance du créancier. Alors, le premier PV de vérification des créances, je vous l'ai dit, c'est pour le 18 avril qu'il devra être déposé au greffe. Après ça, les curateurs doivent encore pendant 16 mois établir des PV tous les 4 mois. C'est ce qui permet de parfois réserver
l'admission d'une créance, donc on dit je ne l'admets pas, je la réserve, et peut-être que dans le PV suivant, 4 mois après, ben, le problème sera réglé, la créance sera admise. Et donc on doit établir des PV tous les 4 mois pendant 16 mois. Donc le dernier PV, si le sort n'est pas définitivement réservé, là la créance sera d'office contestée. Donc je vous ai dit qu'il ne fallait pas particulièrement vous presser pour envoyer vos formulaires de déclaration de créance. Il y a peut-être des questions qui se poseront par rapport à la date à laquelle la notification prendra effet, par rapport au nombre de certificats que vous allez récupérer. Ça, j'en suis bien conscient, et c'est peut-être des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre maintenant, puisque la COAPE n'a pas encore traité les dossiers. Donc si vous ne renvoyez pas la déclaration de créance pour le 4 avril, ce n'est pas grave. Il y a un délai de prescription qui est prévu par la loi, et qui est d'1 an. Donc vous avez un délai maximum d'1 an à dater du jugement déclaratif de faillite pour adresser votre déclaration de créance au greffe ou au curateur. Donc le délai d'1 an prend cours le 4 mars 2013, donc le 4 mars 2014, vous n'êtes plus en droit de faire valoir votre déclaration de créance si ce n'est pas encore fait. Mais je suis convaincu que tout un chacun aura fait le nécessaire bien avant l'expiration du délai d'1 an. Concernant l'évolution de la faillite, vous vous rendez bien compte, ne fût-ce que par le nombre de personnes qui ont répondu présentes ce soir, que c'est une faillite qui sera très compliquée à gérer, avec une lourdeur administrative extrêmement importante, et donc on ne réglera pas cette faillite en 2 coups de cuillère à peau. Il y a beaucoup d'éléments qui jouent sur la durée d'une faillite. Ici, il est clair qu'on est parti pour, en tout cas, plusieurs années. Ce ne sera pas réglé dans 1 an, ce ne sera probablement pas réglé dans 2 ans. Et si jamais il y a des dividendes à distribuer, c'est-à-dire si les créanciers ont droit à des montants en fonction de l'actif qui a été réalisé, ben, c'est à la clôture de la faillite que ça se passe. Maintenant, je ne peux pas vous donner d'informations plus précises après 8 jours par rapport à cette situation. C'est absolument impossible. Je ne peux pas vous dire au jour d'aujourd'hui combien de temps ça va durer. Il y aura de nouveau des informations qui seront mises en ligne sur le site internet. Je pense que c'est la meilleure façon pour vous d'être informé de l'évolution de la faillite.